Bonjour, c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Richard Guérineau est scénariste, coloriste et illustrateur de bande dessinée. Sa nouvelle bande dessinée Seul le silence est une fidèle adaptation du thriller de R.J. Ellory qu'il a co-réalisé avec l'auteur Fabrice Collin. Le coup de crayon fin et précis de Richard Guérineau donne vie au personnage et les couleurs sobres et sépia absorbent le lecteur dans une ambiance sombre, mystérieuse et saisissante à laquelle il est difficile de rester insensible. Moïse Kissous est PDG des éditions Steinkiss et cofondateur des éditions Phileas. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Richard Guérineau et Moïse Kissous. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite aujourd'hui une histoire du mal. Un mal qui se répand et qui accompagne un personnage de bande dessinée sur plusieurs décennies. Une histoire d'un homme qui écrit, inventé par un romancier et adapté par un autre écrivain avec un auteur de bande dessinée. Cet auteur de bande dessinée, c'est vous, Richard Guérineau. Bonjour. Bonjour. Seul le silence, c'est le titre de votre bande dessinée par aux éditions Phileas, dont nous parlera dans la seconde partie l'éditeur Moïse Kissous. Vous étiez venu présenter dans une séance de dédicace cet album à la librairie Le Fayère. Et cette histoire, à l'origine, elle est celle d'un romancier, R.J. Ellory. Et c'est avec Fabrice Collin que vous avez choisi d'en proposer une version en bande dessinée. Il se trouve que Fabrice Collin, lui aussi, un romancier et un écrivain. Mais c'est vous, l'homme de l'image, donc qui l'avez dessiné. Qu'y avait-il dans cette histoire située aux États-Unis, dans une ville de Géorgie, où de jeunes filles sont brutalement assassinées et où un jeune homme subira le climat de cette horreur avant de chercher à en trouver l'auteur une fois adulte, qui vous ait donné l'envie d'en proposer votre version, votre adaptation? Tout d'abord, c'était le contexte, l'atmosphère, l'ambiance, l'époque, l'Amérique rurale des années 40, le vieux Sud, voilà, tout cet aspect-là. Moi, j'ai toujours une fascination pour cette Amérique-là, l'Amérique des cutéreux, quoi, des rednecks. et voilà, c'est d'abord ça, quand j'ai lu le roman, parce que je n'avais pas lu le roman d'Ellory quand on me l'a proposé, donc je l'ai lu, et tout de suite cette atmosphère, le contexte je me suis dit oui, ça va être excitant à dessiner. Je sais, c'est pas par hasard qu'ils me l'ont proposé à moi. Et puis ensuite, au-delà de ça, les personnages sont assez attachants. On est emporté vraiment dans ce récit. Il crée une attente, ce récit. On n'a pas envie de le lâcher. Sans qu'il soit forcément il n'y a pas énormément d'action, pas énormément mais il est ponctué comme ça d'événements où l'horreur ressurgit périodiquement. On n'a pas envie de le lâcher tout simplement parce qu'on aimerait bien que Joseph, le personnage principal, soit justement débarrassé, lui, de ce mal qui ne cesse de l'accompagner. C'est ça, il va être hanté toute sa vie et en plus le roman se déroule sur presque 30 ans au final, et ça m'intéressait aussi beaucoup d'arriver à traiter ce passage du temps. À la fois faire vieillir les personnages physiquement. Oui. Et aussi montrer comment ils sont usés justement par ce mal qui n'arrive pas à s'en débarrasser, qui pèse énormément sur eux, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de déchéance dans votre album. Oui, absolument. Ouais. Le parcours de Joseph, c'est quand même un parcours, c'est un martyr, quoi, le pauvre. C'est-à-dire qu'il lui arrive depuis l'enfance, il ne lui arrive que malchance. L'album débute en 1939, il vient de perdre son père. Voilà, déjà il est orphelin de père. Bon, avec sa mère, on va dire que ça part vite en vrille. Et en fait, à chaque fois que dans le récit, il semble retrouver un peu de bonheur, un peu de choses positives, paf, tout ça est fauché en cours de route et il replonge dans du drame, quoi. Donc, et toute sa vie est construite comme ça. Donc effectivement, on compatit avec lui, quoi. La possibilité de construire une vie telle qu'il l'entend.
C'est ça, voilà. Toujours rattrapé. Vous l'avez dit, Richard Guérino, une des choses qui vous intéressait, c'est ce vieux sud. On est en Géorgie. L'histoire débute en 1939, même si ensuite on va passer les années puis bouger, puisqu'il va aller emménager à New York vers la fin de sa vie. Cet imaginaire-là, avec Fabrice Collin, justement, de ce sud très particulier, en plus, dans les années 39, où il y a encore la ségrégation. Alors, il n'est pas question ou plus exactement, il n'y a pas de personnages noirs, mais un temps sont suspecter les Noirs qui vivent à proximité d'être les auteurs, parce qu'évidemment, le mal ne peut pas venir de la communauté villageoise d'où cela se passe. Ce vieux Sud, quel imaginaire vous en aviez pour pouvoir le dessiner. Et d'ailleurs, je complexifie, j'ajoute quelque chose à ma question, c'est qu'avec Fabrice Collin, vous avez décidé ça, mais aussi à partir d'un romancier britannique. Donc il y avait aussi ce regard un peu distancié, cet imaginaire particulier sur ce vieux Sud américain, dont aucun de vous trois n'est originaire. Oui, absolument. C'est vrai que moi, le premier, j'étais surpris je pensais au départ qu'Ellory, j'avais toujours cru qu'Ellory était américain parce qu'il écrit toujours des romans américains, en fait. En fait, non, il est britannique. Et du coup, oui, ça m'a posé question. Je me suis dit, et en fait, ça m'a décomplexé. Je me suis dit, mais en fait, si un écrivain britannique peut faire des romans américains au point de croire qu'on puisse croire qu'il est américain, bon, j'ai aucun souci à me faire, moi, sur ma crédibilité dans la représentation du Vieux Sud. Après, il s'avère que on a évidemment des tas de références. C'est des films, c'est de la littérature, donc tout ça, je pense que ça a infusé et cette image-là, plus quelques séjours effectivement. Alors moi, je suis jamais allé en Géorgie spécifiquement, mais Texas, Louisiane, dans ce sud-là qui est assez proche finalement. Avec un monde qui reste étranger pour vous ou pas? Parce qu'il y a cela quand même dans cet album. C'est à la fois on est dans votre histoire, on est happé dans votre histoire. En plus, c'est un format long, c'est une centaine de pages. Et en même temps, on ne s'y sent jamais vraiment tout à fait à l'aise. C'est-à-dire que tel que Joseph est présent dans ce village, lui non plus n'est pas tout à fait à l'aise parce qu'il y a ses morts, parce qu'on suspecte la famille voisine qui est allemande. On est en 1939 au début de l'histoire. Il y a cette question de l'étrangeté qui est restée présente chez vous? Oui, et puis alors j'irais même au-delà de cette étrangeté qui est très présente dans le roman, effectivement, à travers ces personnages. Moi, ça correspond à ce que je peux ressentir personnellement vis-à-vis d'un pays comme les États-Unis, de manière générale, mais alors plus spécifiquement encore sur ces régions du Vieux Sud. J'ai toujours été fasciné par l'Amérique, par l'histoire de l'Amérique, par la culture américaine. Et pour autant, c'est un pays avec lequel je me sens très étranger aussi, malgré ma fascination. Et je suis comme un gosse quand je vais là-bas. Mais en revanche, je serais incapable de me dire je vais y vivre. Voilà. Donc ça correspond aussi à un sentiment assez personnel vis-à-vis des États-Unis. Encore plus là où se passe seul le silence, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une petite ville, Augusta Falls. On est vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans l'Amérique un peu paumé quand même, où il y a peu de monde et tout le monde se connaît et donc tout le monde se suspecte. Ah oui, et puis cette Amérique qui n'évolue pas en fait, dans les années 40, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de plus qu'au 19e siècle en fait. À l'époque de western par exemple, voilà. Alors si, au lieu de chevaux, ils ont des vieilles voitures, des pick-up, mais on sent que ça ne bouge pas. Il y a quelque chose d'un peu immuable dans ces coins-là. Et encore aujourd'hui, on passe dans certains coins reculés. Il y a des gens qui vivent presque comme à l'époque, quoi. Il y a peu de choses. Ils ont peut-être un téléphone portable. C'est peut-être la seule différence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont justement de commun avec ce temps d'avant? Est-ce que c'est pas l'innocence? Parce que c'est quand même cela que vous racontez dans cet album, c'est la perte de l'innocence. Oui, alors effectivement, c'est intéressant. J'avais pas forcément pensé la chose sous l'angle de l'innocence et de la perte de l'innocence, mais il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là, ou alors de se rendre compte que ce qu'on prenait pour de l'innocence liée au temps d'avant, le bon vieux temps, on pourrait dire,
en réalité, le bon vieux temps a jamais été bon, quoi. Enfin, je pense que l'erreur, elle est là, quoi. C'est l'innocence, on a la sensation de l'avoir perdue. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a perdu en réalité Je suis pas sûr que ce soit tant d'innocence que ça, ou de l'ignorance peut-être. Ouais. En tout cas, avec un personnage de jeune garçon, effectivement, il y a quand même cette perte de l'innocence et puis il est brutalement emmené dans un monde adulte et un monde beaucoup trop dur pour lui, Richard Guérino, dans cette histoire que vous dessinez, je dis, sur une centaine de pages avec un traitement graphique particulier, notamment le traitement des couleurs. Ce sont des teintes sépia qui vont dominer certains moments, certaines émotions, certains lieux. Comment vous avez décidé et travaillé justement de ce traitement graphique ? Alors ça, ça fait partie de ces choses quand on accepte, on s'engage sur un projet. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'évidence. Auxquelles on n'a quasiment pas réfléchi, en tout cas ça s'est fait instinctivement. Pour moi, l'imagerie que j'avais en tête, en tout cas en ce qui concerne le début en Géorgie, l'enfance de Joseph, c'était des images sépia, voilà, dans des teintes ocre, voilà, on tourne autour comme ça d'une ambiance en camailleux, et ce qui allait me permettre aussi de créer des ruptures chromatiques. Dès que l'horreur ressurgissait, je pouvais balancer des teintes beaucoup plus intenses, des rouges, des oranges, enfin voilà. Donc voilà, je me disais, en partant sur cette base sépia qui va donner une dominante au récit, et en créant des variations autour de ça, et de temps en temps, bam, en balançant un grand coup de poing chromatique, ça devrait le faire. Pour raconter une histoire de mal, dites-moi dans quel état vous en êtes sorti de cette histoire. Est-ce que vous n'avez pas été gagné par le mal le temps des 100 ou 110 pages de cet album ? Parce que forcément, c'est un temps beaucoup plus long qu'un album classique. Oui, mais non, le mal est en moi depuis trop longtemps pour qu'il puisse encore me faire du mal. Belle réponse, Richard Guérino. Et puis, il y a quelque chose qui est remarquable, je l'ai dit, c'est évidemment l'adaptation d'un roman de Ellory que vous avez travaillé en bande dessinée avec un autre écrivain, même si lui sait aussi faire la bande dessinée, puisqu'il est aussi scénariste, Fabrice Collin. Mais du coup, il y a aussi cette dimension littéraire que vous avez souhaité conserver et qui est très présente par la voix off. C'était... finalement le point médian, la passerelle entre la manière de raconter l'histoire de la bande dessinée, la manière de raconter une histoire dans un roman. Alors oui, ça a été un point de questionnement en fait pour moi, cette question de l'emploi de la voix off, parce que en général j'ai toujours du mal quand on a dans une adaptation de roman avec cette utilisation de la voix off, parce que on se dit oui, alors c'est parce qu'on a peur peut-être de trahir en tout cas la voix de l'écrivain, mais en même temps on fait pas de la littérature en images, on fait de la bande dessinée, donc on n'a pas forcément cette nécessité d'utiliser le texte off. À la différence que là, dans le récit, dans Seul le silence, c'était cohérent de la part de Fabrice. C'est lui qui a fait le choix d'utiliser la voix off. C'était tout à fait cohérent parce que le personnage de Joseph a cette ambition de devenir écrivain. Très jeune, il se met à écrire et puis il est encouragé. Il est encouragé par son institutrice. Donc, et le roman est raconté à la première personne. C'est Joseph qui raconte son histoire. Et donc, ça avait du sens. On peut imaginer peut-être que c'est le roman qu'il est en train d'écrire, plus vieux. Et qui s'appellerait Seul le silence, par exemple. Alors ça aussi, c'est une petite trahison que j'ai imposée à la fin. C'est-à-dire que le titre du roman à la fin, qu'écrit Joseph, c'était pas Seul le silence, c'était Les Anges Gardiens, en réalité. Parce que dans la jeunesse, ils ont décidé, voilà, que les adultes chassaient l'éventuel tueur, les jeunes ont décidé de protéger les filles. De créer une sorte de club secret de gamins. Et en fait, ce qui me gênait alors c'est un truc assez bête, mais ça me gêne toujours quand un roman, le titre d'un roman, alors Seul le silence, en plus c'est un très beau titre, je trouve, mais le titre n'a aucune référence directe dans le roman. Il n'y a aucune allusion dans le roman à Seul le silence. Et je me suis toujours dit, c'est le seul truc qui m'est interloqué dans ce roman. Je me suis dit, mais
pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il signifie dans ce roman-là? Je vois pas, je comprends pas, il n'y a pas de rapport. Et donc c'est pour ça, et ça me gêne toujours moi quand c'est le cas. Alors je comprends pourquoi ils ont changé le titre. Le titre original était intraduisible en français, ça sonnait très très mal. Donc Seul le silence, très beau titre, mais j'ai dit mais moi j'ai besoin qu'on le retrouve dans l'adaptation, et donc j'ai proposé que ce soit le titre du roman de la fin, quoi. Voilà. En faisant une adaptation, comment justement, avec Fabrice Collin, alors qu'il se trouve qu'il a dans le passeur entre la langue anglaise de Ellery et puis la France, il a un rôle puisqu'il a traduit certains de ses romans. Comment vous avez choisi ensemble d'adapter ce roman? Pourquoi vous avez choisi d'adapter ce roman? Alors, ça a été c'est quelque chose qui a été un peu imposé d'une certaine manière. C'est-à-dire que au début, pour moi, ça n'a pas été très clair. C'est-à-dire que quand l'éditrice m'a proposé le roman, je pensais que j'allais le faire tout seul. En fait, j'avais déjà adapté des romans. Et puis c'est après que j'ai découvert qu'il y avait Fabrice Collin, en fait, qui était un peu j'allais dire le garant ou le porte-parole ou que sais-je d'Ellery, la voix française d'Ellery. Donc au départ, ça m'a un peu fait hésiter. Puis bon, je me suis dit non, bon, allons-y, c'est pas grave. Mais en fait, ça a été un peu, oui, ça a été c'était imposé, c'était la figure imposée, quoi. Voilà. Mais bon, après, on a toujours des contraintes et il faut faire avec. C'est une bonne contrainte de travailler avec non, après, absolument. Alors, ce qui nous permet d'enclencher la seconde partie de l'interview avec vous, Richard Guérino, parce que dans ces podcasts, on s'intéresse aussi à la manière dont les auteurs travaillent avec leur éditeur et éditrice, même si là, on va entendre dans la deuxième partie Moïse Kissous, qui est la personne avec qui vous avez travaillé directement. C'est une éditrice, mais lui est le PDG du groupe et cofondateur de la maison d'édition Phileas. Phileas Fogg, évidemment, on viendra avec lui tout à l'heure sur la signification de son nom. Qu'est-ce que vous attendez de la personne qui vous édite? Comment vous travaillez avec elle? Qu'est-ce que vous lui demandez? Alors, je vais parler de manière assez générale, hein, c'est-à-dire pas uniquement sur cette collaboration-là. En fait, c'est comme entre auteurs, entre scénaristes, dessinateurs, entre auteurs et éditeurs. Chaque collaboration, parce que c'est une collaboration, c'est pas on n'a pas un rapport de patron à employé, hein, on est partenaire. Chaque collaboration est différente. Évidemment en fonction des personnalités, forcément, et puis en fonction du contexte. Voilà, là il s'avère que j'étais en contact donc avec Elisabeth Haroche qui travaille pour Phileas. C'est elle qui m'a un peu mis le pied à l'étrier sur ce roman, qui me l'a bien vendu, et après au niveau du suivi, après. L'éditeur fait un suivi des auteurs. Après, elle savait que bon, avec des auteurs, moi j'ai jamais j'ai jamais posé de problème à un éditeur. Enfin voilà, il sait que je rends les choses en temps et en heure. Je suis pas réglé comme une horloge, mais enfin, mais oui, mais quand je m'engage sur un truc, soit je dis non, ce sera pas possible à l'avance, soit si je m'engage sur un truc, je le tiens, quoi. Voilà, c'est donc. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc finalement, elle est assez peu intervenue pendant le déroulement de l'album. Quand ça roule tout seul, voilà, il y a pas forcément. Après, c'est bien d'avoir des encouragements. Enfin voilà, il y a des choses comme ça aussi. C'est ce qu'on attend d'un éditeur. Mais surtout, au-delà de ça, ce que j'attends aujourd'hui d'un éditeur, c'est de l'enthousiasme par rapport à un livre. Et là, je l'ai, l'enthousiasme avec ce livre-là, ce qui n'a pas toujours été le cas, surtout mes livres. Et quand on sent pas d'enthousiasme chez un éditeur, ben c'est vraiment, ça rend ce métier qui devrait être un métier fabuleux. Ça rend ce métier tout à fait commun, en fait. Voilà. Moi, je fais ce métier pour justement pas être dans une entreprise, pas avoir de hiérarchie, pas avoir de. Et donc voilà, ce que j'attends. Voilà, d'un éditeur, c'est de l'enthousiasme quand on fait un livre ensemble. Voilà, grosso modo.
Voilà. Mais alors, Richard Garrineau, quelle place exactement pour l'éditeur ou l'éditrice? Parce que c'est déjà un travail commun. Il y a Fabrice Collin pour le scénario et il y a vous pour le dessin. Donc la personne qui... alors l'éditrice, plus en plus, le PDG de la maison d'édition. Voilà, quel lien vraiment, quelles questions vous conservez dans le duo des auteurs et quelles questions vous partagez, vous demandez au-dessus. Oui, alors c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Effectivement, l'éditeur est là aussi pour accompagner tout le travail qui arrive en aval du travail des auteurs. C'est-à-dire que les auteurs, on conçoit et on réalise des planches de bande dessinée, un récit, voilà, et avec l'éditeur, on échange pour que ce récit soit le plus cohérent et le meilleur possible. Mais après ça, une fois que ce récit est réalisé en bande dessinée, après ça, il faut fabriquer un livre. Et c'est là où le rôle de l'éditeur, pour moi, devient primordial. C'est-à-dire qu'il est là pour que cet objet... moi, je suis pas un fabricant de l'objet livre. Moi, je réalise le contenu d'un livre. L'éditeur, il va être en charge, en plus d'en faire un objet, et que cet objet soit le plus classe possible, quoi. Et donc, voilà, il y a toute la question, alors évidemment, des questions de fabrication, mais aussi des questions de conception, d'une couverture, de questions de papier, etc. Ce qui n'est pas une question anecdotique, surtout quand vous êtes dessinateur et coloriste de l'album, parce qu'on sait que le choix d'une imprimerie, le choix d'un papier peut altérer parfois l'idée que vous vous en faites. Justement, c'est quelque chose auquel vous êtes en étroite collaboration à ce moment-là avec les personnes qui vont fabriquer le livre. Alors, encore une fois, ça dépend des éditeurs. Parfois, alors c'est vrai que moi j'ai du mal, je suis pas très technicien en tout ce qui concerne l'impression et tout ça. Je me suis rarement déplacé à l'imprimerie pour suivre. J'ai pas ce côté obsessionnel. Donc effectivement, mais j'ai rarement eu de déception non plus dans les derniers livres que j'ai faits. C'était assez fidèle à ce que j'avais moi en tête. En revanche, je salue aussi le travail de Éric Derian chez Phileas, qui a tenu à la fois, enfin, qui avait un rôle de suivi éditorial aussi, de suivi de fabrication, il touche à la maquette, enfin, il touche un peu à tout. Après, c'est une boîte un peu particulière, il est un peu tout seul à faire le travail de 3 personnes. et là, vraiment, il a super bien assuré. Le choix du papier de couverture, par exemple, c'est lui. Il y a un petit embossage, c'est-à-dire le titre est gravé et creusé dans le carton de la couverture. Tout ça, c'est des petits choix qu'il a fait. Quand j'ai reçu le livre, j'étais hyper content. Je trouvais que c'était hyper chic, quoi. Donc voilà, ça fait partie du travail d'un éditeur aussi, de rendre l'objet sensuel et agréable. Est-ce que vous attendez autre chose d'un éditeur, en l'occurrence ici d'une éditrice, et puis donc Elisabeth Haroche et puis Moïse Kissous, quand c'est un album comme ceci, c'est-à-dire c'est une histoire complète, mais une histoire complète en 110 pages par rapport aux 46 pages classiques. Est-ce que là, votre attente, parce que la gestion de votre temps n'est pas la même, la manière dont vous projetez dans le temps n'est pas non plus la même? Alors ça, je dirais que ça, c'est mon business à moi. Ça, la projection dans le temps, c'est à moi de me caler, enfin voilà, de me faire mon planning. L'éditeur, on se met d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, contractuellement, je sais que le livre, on se met d'accord pour que je le rende à telle date. Et si je sens que pour X raisons, j'ai pris du retard et que je vais pas pouvoir rendre à l'heure, et je préviens, moi, enfin en tout cas après voilà, c'est moi, hein, j'essaye de prévenir suffisamment à l'avance en disant ça va être chaud, va falloir repousser, je pense. Là, il s'est produit le truc inverse, c'est-à-dire que j'avais un délai qui était l'album était prévu pour sortir en début d'année prochaine, en fait. Début 2022. Voilà. Et j'avais un délai, du coup, qui était tranquille. Je savais que j'étais très tranquille. C'était quoi, c'était un délai d'un an et demi? Oui, voilà. En gros, fin octobre, là, je serais en train de finir tranquillement le livre. Et donc, j'avançais bien, tout se passait très bien. Et à un moment donné, je n'ai pas suivi les discussions chez l'éditeur, mais je sentais et c'était très bien, il y avait un enthousiasme, ils étaient contents du résultat, des planches. Et donc,
je saurais plus si j'avais passé la moitié de l'album, hein, je sais plus exactement à quel stade j'en étais arrivé dans la réalisation des planches, mais ils m'ont demandé si finalement ça serait bien si on le sortait en fin d'année, pour avant les fêtes, enfin en octobre, fin octobre. Donc ils m'ont dit, est-ce que toi ça te paraît réalisable? Alors là, c'est là où j'ai fait mon petit calcul, j'ai dit bah attendez, là faut que je réfléchisse parce que je pense que ça va être possible, mais ça va être très juste. Mais bon, on a réussi à le faire. Voilà. Et puis dernière question, parce qu'il y a une autre personne dont on a un peu parlé, c'est Ellory. Oui. Dans le processus de création, est-ce que vous l'avez sollicité? Alors en fait non, il n'est pas intervenu, mais ça s'est passé juste. On s'est rencontrés totalement par hasard via le réseau social d'Instagram. Moi, je postais des trucs sur Instagram et il s'est avéré que j'ai vu qu'il avait un compte. Je l'ai cité, il est venu et il a été. À chaque fois, il a fait des commentaires. Il a toujours été très bienveillant et très encourageant et c'était super. Et ben voilà, votre version de son histoire, Seul le silence, avec Fabrice Collin, et donc par aux éditions à Phileas, dont nous parlera dans un instant le PDG, fondateur de cette maison, Moïse Kissous, Richard Guérino. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie, Moïse Kissous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Stenkiss que vous avez fondé et le cofondateur des éditions Phileas où est paru l'album Seul le silence de Richard Guérino et Fabrice Collin d'après le roman de R.J. Ellory. Richard Guérino nous a parlé de son album et de la relation qu'il entretient avec vous et puis avec Elisabeth Haroche qui est l'éditrice avec qui il a le plus collaboré pour cette histoire dans un sud américain des années 30 où des petites filles sont violemment et sauvagement assassiné. Il nous a parlé aussi de ce qu'il attendait de son éditeur et notamment il nous a dit c'est des encouragements, c'est de l'enthousiasme. Est-ce que c'est comme ça que vous définiriez votre rôle d'éditeur par rapport à un auteur comme Richard Guérino? Oui, tout à fait. Et puis d'autant que, ayant déjà lu plusieurs albums de Richard et étant tout à fait fan de son travail, le plaisir d'éditer, le plaisir de travailler avec un auteur comme Richard, c'est effectivement d'être là, de l'accompagner, de l'encourager, de le soutenir. Et puis, il nous rend la tâche facile parce que quand on reçoit ses crayonnés, ses planches, on a les yeux qui brillent et on n'a qu'une envie, c'est de lui dire bravo Richard, c'est vraiment formidable ce que tu proposes. Donc, c'est un métier facile en fait, éditeur dans ces cas-là. Oui, parce qu'il nous a dit aussi qu'il avait la réputation de rendre à l'heure, voire en avance, certaines planches qui est pas forcément la norme dans ce monde de la bande dessinée. Il nous a parlé aussi d'une relation qui n'était pas une relation hiérarchique. Il insistait vraiment sur les mots de collaboration, de partenariat. Est-ce que ce sont aussi des mots que vous employerez à votre tour, Moïse Kissous? Oui, tout à fait, parce que voilà, notre souhait c'était d'être à l'écoute de ses attentes, de ses envies. Et voilà, à partir du moment où on lui a proposé un projet qui lui a plu, qui l'a séduit et qu'on a eu la chance qu'il ait pu le glisser dans son emploi du temps chargé, et ça c'est pas joué à grand chose d'après ce qu'il m'a raconté d'ailleurs. Voilà, la seule envie, c'est que chacun prenne du plaisir dans ce projet de bout en bout. Alors vous l'avez dit, que l'on a choisi un auteur que l'on a choisi. Pourquoi vous l'avez choisi lui de manière générale et pourquoi vous l'avez choisi lui pour cette adaptation avec Fabrice Collin d'un roman de R.J. Ellory, en sachant que entre Fabrice Collin et Ellory, il y a déjà une relation parce que Fabrice Collin est la voix, la plume française de Ellory. Oui, c'est Fabrice Collin effectivement qui avait attiré mon attention sur ce roman que j'ai lu, que j'ai découvert, que j'ai vraiment énormément aimé, qui m'a surpris d'ailleurs parce que je suis un lecteur amateur de polar, mais pas au point d'en lire tout le temps en fait. Et j'avais pas encore lu de livre de Ellory. Comme d'autres, et je crois Richard aussi, j'avais tendance à confondre Ellory, Elroy, et voilà. Et un américain, alors qu'il voilà, est britannique. Alors qu'en fait, pas du tout, voilà. Et j'ai lu ce livre et je me suis dit, mais bon sang, c'est effectivement, c'est un livre noir, mais c'est plus qu'un polar, c'est plus qu'un thriller. C'est une histoire métaphysique presque, et voilà, c'est ça qui m'a plu aussi dans ce projet. Et on a pensé à Richard, c'est d'abord quand même Elisabeth qui effectivement a suggéré Richard. Et j'ai tout de suite dit oui, c'est une super idée. Et voilà, on n'a eu qu'une envie, c'est d'arriver à le convaincre de travailler là-dessus. Et voilà, et Richard nous a répondu comme il se doit en disant je vais d'abord le lire pour me faire mon avis. Il l'a lu, ça lui a plu et on était les plus heureux.
Parce que c'est un pari au départ pas forcément évident, parce que c'est un album qui fait plus d'une centaine de pages. Ça veut dire aussi que vous vous engagez et qu'il s'engage sur un partenariat assez long. Oui, oui, et après, moi j'avais une bonne confiance en Fabrice Collin, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler déjà sur d'autres albums dans nos autres maisons. Et voilà, j'avoue que déjà, il m'avait convaincu par le choix de ce titre, qu'après avoir lu, j'ai trouvé vraiment formidable et dont je voyais bien une très belle adaptation en bande dessinée. Et j'avais aussi confiance en Fabrice parce que je savais qu'il avait un lien étroit avec R.J. Ellory et qu'il allait proposer une approche intéressante sur l'adaptation d'un roman qui est assez dense. Et voilà. Et je sais que Richard au début était tenté de tout faire lui-même et en fait il a pu s'appuyer sur le travail de Fabrice tout en gardant une belle autonomie dans sa manière de s'appuyer dessus. Une fois que le choix était fait au départ, Maurice Kissous, quelle était votre relation, vous et puis Elisabeth Haroche, dans la manière dont vous pouvez peut-être parfois réinterpréter, refaire, reposer des questions sur les planches, sur vraiment ce travail en cours de fabrication? Alors, bon, moi je recevais au fur et à mesure, évidemment, par paquet de 5, 10, les planches que Richard réalisait et que Elisabeth me transmettait. Et voilà, il y a d'autres projets où je peux être plus interventionniste. Sur celui-là, je suis intervenu assez peu. Il y a eu 2-3 passages où il y a effectivement des choses assez horribles qui se passent dans l'album. Et la question était de savoir jusqu'où on allait dans la représentation de ces choses. Alors, il ne s'agissait pas de se fermer les yeux parce que voilà, ces choses horribles méritaient d'être exprimées, d'être montrées pour qu'on comprenne l'ampleur des choses que vivait le personnage principal, l'horreur à laquelle lui-même était confronté. Mais en même temps, il s'agissait aussi de trouver un bon équilibre. Et donc, il est arrivé à 2-3 reprises que je suggère et Richard était à l'écoute, et Éric Derian avec des suggestions aussi, Elisabeth aussi. Voilà, on a pu parfois suggérer des choses, mais évidemment, c'était à Richard de décider ce qui faisait des suggestions qu'on faisait. C'est lui qui avait la décision finale. Oui. Mais je pense qu'il était, en tout cas, il s'est montré à l'écoute, et quand on avait des suggestions, il voyait comment il allait en tenir compte ou pas. Oui. C'est pas simple, hein, effectivement, ce que vous venez de dire, et puis dont on a parlé aussi avec Richard Guérino, cette histoire de mal, cette histoire de fillettes qui sont sauvagement assassinées et mutilées. Et forcément, quand on lit un roman, on se fait une image. Quand on voit une bande dessinée, l'image, elle peut être là, ou son absence peut être là. Justement, ces passages-là, alors il y a à la fois les corps qui sont mutilés, mais il y a aussi la manière, puisque c'est une histoire qui s'étend dans le temps sur plusieurs décennies, la manière aussi dont les personnages sont hantés par cette histoire-là et qui pèse aussi sur eux. Comment vous avez procédé ensemble pour décider de ce qui sera montré ou de ce qui sera suggéré, sachant que l'image peut être très crue et parfois effrayée? Oui, on a eu des interventions en proposant effectivement des découpages un peu différents, par exemple en évitant de montrer certaines parties du corps, mais voilà, en laissant effectivement le lecteur remplir les interstices auxquels l'image ne se rendait pas. Donc c'était ça l'idée, c'était encore une fois de montrer cette horreur, mais de trouver le juste milieu qui permette que, tout en plongeant le lecteur dans cette horreur, il ne soit pas non plus excessivement horrifié. Quoi. Voilà. Il ne s'agissait pas tout d'un coup de manquer je dirais, de subtilité dans la représentation. Voilà, on n'est pas dans un album qui est là pour susciter je dirais, des réactions qui ne sont pas les bonnes par rapport à ce qu'on est en train de proposer. Donc voilà, on a essayé, sans être excessivement pudique, voilà, de faire preuve, je dirais, d'intelligence par rapport aux images proposées. Ouais. Ça, dans un album qui est aussi un objet, plus d'une centaine de pages, donc on sait, nous, lecteurs, que l'on va passer du temps avec cette histoire, et donc on va souffrir avec le personnage, j'espère pas autant que lui, mais c'est aussi un objet dont on a parlé avec Richard Guérino. Il y a cette couverture très particulière avec le titre qui est en volume, en tous les cas en creux par rapport au reste de la planche. Il y a le papier aussi. Comment vous impliquez un auteur comme Richard Guérino, justement, dans la fabrication finale de l'objet? Oui, alors là, ça a été plutôt le travail d'Éric Derian sur la partie effectivement de suggestion de fabrication. Donc Éric communique avec l'auteur, lui fait part des options qu'on envisage de prendre. Et puis l'auteur, là encore, a toute l'attitude pour nous dire ce qu'il en pense. Voilà, certains sont plus impliqués que d'autres. Certains nous disent c'est vous qui voyez, c'est votre part du travail. D'autres ont des envies précises et on échange avec eux. Et voilà, mais le choix avec Phileas, c'est de proposer des albums de qualité. Et voilà, on avait envie que la fabrication soit à la hauteur de la création.
Et c'est ce qu'on s'efforce de faire pour cet album. C'est ce qu'on s'efforce de faire aussi pour le prochain qui sera La Nuit des Temps de Christian Demeter, où là aussi vous verrez qu'il y a une fabrication qui sera plutôt soignée et qui a été discutée et affinée avec Christian. Voilà, adaptation de Barjavel, puisque De René Barjavel, c'est l'un des. Enfin, c'est d'ailleurs ce que vous faites avec les éditions Phileas. Hein. Le nom renvoie évidemment à Phileas Fogg, le héros du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Vous proposez des adaptations de textes littéraires. Pourquoi? La question elle peut être naïve, Moïse Kissous, mais les textes comme celui de Ellory, comme celui de Barjavel, ils existent déjà pleinement. Donc comment est-ce que vous pensez, imaginez qu'il puisse y avoir une autre lecture, une autre interprétation en les mettant en images? Oui, alors on n'invente rien. L'adaptation de livres en bande dessinée existe depuis bien longtemps et aujourd'hui particulièrement développée. Mais il se trouve que, vous l'avez dit, Phileas est une association entre le groupe Steinkiss à travers sa maison de jungle et le groupe Editis, et que cette association a vraiment pour objet de permettre aux auteurs publiés par Editis de donner une nouvelle vie à leurs romans. Et un certain nombre d'entre eux sont absolument enthousiastes, ravis. En l'occurrence, Sergi Ellory a rapidement dit oui, par l'intermédiaire de Fabrice Collin, qui connaît bien. Mais en plus, il a, tout au long du process, exprimé ses avis très encourageants là aussi, ses commentaires favorables au projet. Et donc c'est très plaisant quand un auteur, dont l'œuvre est adaptée, est lui-même très heureux. Et en plus, il l'a fait en étant absolument pas interventionniste, en fait. Ce qui est le cas de la plupart des auteurs aujourd'hui qui sont adaptés chez Phileas. Et c'est vrai que là, c'est le premier auteur anglo-saxon de polar avec lequel on travaille. Avant, il y a eu L'île des oubliés, qui est aussi par une auteure anglaise, mais qui n'est pas un polar. Qui elle aussi est restée à distance, mais également très enthousiaste sur. Donc je pense que les auteurs sont heureux de voir ces adaptations-là, qu'elles ont du sens, qu'elles amènent effectivement la vision de l'auteur BD, qui, dans le cas présent, les deux ensemble ont réussi à faire ressortir les éléments clés du roman sans rien perdre à l'intensité que la lecture du roman peut avoir. Donc je pense que c'est quelque chose de très intéressant, aussi bien pour les auteurs BD que pour les auteurs de romans, de voir ce type d'adaptation réalisée. Oui, vous l'avez dit, c'est un partenariat entre Maison de Jingle, donc le PDG par le groupe Steinkiss et puis Editis. On pourrait dire c'est limitatif, c'est un groupe, bon, c'est quand même le deuxième groupe de livres en France, donc il y a de nombreuses maisons d'édition qui sont dedans. C'est quoi d'ailleurs? C'est une contrainte? Parce qu'il pourrait y avoir d'autres choix, d'autres envies? Alors c'est pas une contrainte, c'est une chance, parce que le groupe Editis comprend de nombreuses maisons d'édition importantes comme Robert Laffont, Le Cherche-Midi, Fleuve, Pocket, etc. Mais, Le Plomb, enfin voilà, j'en oublie. Et du coup, à l'intérieur de ces maisons, il y a des romans absolument formidables qui n'ont pas encore été adaptés. Et c'est pour nous une chance formidable de pouvoir aller regarder dans ce vivier de romans. C'est une chance aussi pour les auteurs bande dessinée qui maintenant qui sont au courant de l'existence de ce label nous disent tiens, dis donc, moi j'aimerais bien adapter tel roman paru dans telle maison du groupe. Mais on ne s'enferme pas, au sens où d'une part on peut aussi adapter des romans qui sont pas issus des maisons du groupe Editis. Par exemple, dans quelques mois on va proposer Goat Mountain, qui est une adaptation d'un roman de David Vann et qui a déjà été adapté en BD avec Suckwan Island par Hugo Bienvenu. Et là c'est une adaptation proposée par Georges Van Liethout, qui est un auteur que je connais de longue date et voilà, avec qui j'ai eu grand plaisir de retravailler sur ce projet. Et actuellement, on est en train de finaliser l'album, de discuter ensemble sur la couverture. On a pas mal d'échanges intéressants là-dessus. Voilà. Donc, et on a aussi la possibilité d'accueillir des créations originales. On en a accueilli une il y a 2 mois avec un projet de Marc Lévy, qu'il a travaillé très étroitement avec Sylvain Runberg au scénario et SP au dessin. Et je peux vous dire que pour l'éditeur, pour moi, c'était très intéressant de voir les très nombreux échanges entre Marc Lévy et Sylvain Runberg. Marc Lévy est arrivé avec une ossature, puisqu'au départ, c'était un projet de série télé qu'il avait. Il avait déjà écrit les grandes lignes du tome 1. Et ensuite, ils ont construit le projet bande dessinée, mais vraiment ensemble, dans les grandes lignes, mais aussi page par page, dialogue par dialogue. Et moi, je voyais le ping-pong entre eux.
vraiment pour bien installer cet univers, installer les personnages, il y en a beaucoup, pour donner à chacun sa place, pour construire une intrigue solide avec beaucoup de rebondissements. Et c'était très intéressant de voir l'échange entre ces deux grands auteurs, celui de roman et celui de bande dessinée, et de voir le résultat avec SP qui de temps en temps intervenait aussi en donnant quelques suggestions, en apportant son regard aussi. Voilà. Mais c'est très intéressant de voir ce processus créatif entre les auteurs. Alors, c'est aussi quelque chose de particulier de proposer une adaptation parce que finalement le lecteur a déjà une idée ou en tout cas c'est plus facile à faire à communiquer parce que soit par le titre du roman soit par le nom du romancier c'est connu. Cependant comment vous expliquez cette abondance et donc vous aussi vous proposez une abondance de traduction. Est-ce que ça veut dire que la fiction elle elle s'essoufflerait ou pas du tout, fiction pure, l'invention pure? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a de la place pour les deux encore et pour longtemps. Simplement, voilà, il y a d'excellentes histoires qui ont été créées dans l'univers littéraire et c'est vrai que voilà, il serait dommage de parfois pas rebondir dessus pour proposer également d'excellentes bandes dessinées. Et donc voilà, il y a de la place pour les deux et nous dans nos activités, bon, il y a effectivement Phileas où on développe essentiellement des adaptations, mais pas que. Et puis, il y a nos autres maisons, que sont Steinkiss et Jungle aussi, qui jusqu'à présent étaient beaucoup en jeunesse et qui se développent maintenant en adulte avec la collection Ramdam, où on peut proposer des créations originales. Et voilà. Donc, il y a des auteurs qui font que l'un ou l'autre, mais il y en a beaucoup qui aiment bien faire l'un, alterner avec l'autre. Et voilà. Donc, nous, on est heureux de développer l'un et l'autre. Le tout étant qu'effectivement, l'auteur qui s'empare d'un roman est vraiment quelque chose à apporter en plus, voilà, une patte, un regard, et que c'est du sens de le proposer en bande dessinée et que ce soit pas juste une adaptation parmi d'autres en fait. Ça veut dire que l'esthétique que va avoir l'album, à quel moment vous pensez, ou plus exactement comment est-ce que vous la pensez, parce qu'il peut y avoir des choix esthétiques très forts qui vont effectivement marquer très fortement l'interprétation d'une histoire. Oui. Bah, de toute façon, lorsqu'on approche les auteurs, très rapidement, quand ils ont envie d'avancer sur le projet, ils nous proposent des esquisses, des croquis, on discute avec eux, mais évidemment, on connaît déjà leur art, donc on a une idée, mais parfois on est aussi surpris par ce qu'ils proposent précisément pour tel ou tel projet. Donc voilà, et puis c'est vrai que là, on a des albums qui sortent avec des auteurs très reconnus comme Richard Guérino, comme Christian de Metter, comme SP, chacun dans son registre, et d'autres encore. Mais on est aussi amené à être avec des auteurs moins connus, mais qui amènent une patte, un regard intéressant. Et voilà, donc je pense notamment à Fred Verby sur l'île des Oubliés, qui amène aussi une approche graphique intéressante. On en avait plusieurs possibles et on a trouvé qu'il amenait une modernité intéressante dans sa façon de représenter ce roman. À découvrir dans votre maison d'édition Phileas, dont seul le silence, d'après le roman de R.J. Ellory, est mis en bande dessinée par Fabrice Collin et Richard Guérino. Moïse Kissous, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.